Aujourd'hui, on va explorer un monde que beaucoup de gens ignorent, alors qu'il est juste là, sous nos yeux, caché derrière un simple onglet sur une des applis les plus populaires de la planète. On va plonger ensemble dans la face sombre des lives TikTok. On commence direct dans le vif du sujet. Cette phrase-là, elle vient d'un chat en direct et elle nous balance au cœur d'un système, un écosystème où en gros, l'argent peut tout acheter, y compris l'humiliation et même la souffrance. C'est assez glaçant et franchement, ce n'est que le début. L'image de l'iceberg, elle est parfaite pour TikTok. Ce qu'on voit tous les jours, la surface, eh bien ce sont les danses, les challenges, les trucs créatifs et amusants. Mais si on regarde ce qui se passe sous la ligne de flottaison, dans cet onglet Live, alors là, on découvre une toute autre réalité. Une réalité bien plus glauque, faite de mendicité 2.0, d'exploitation et même d'arnaques super organisées. Alors voilà le programme. On va décortiquer tout ça étape par étape pour vraiment comprendre comment ça marche, qui tire les ficelles, qui en sont les victimes et surtout, est-ce que ça peut changer ? Allez, on y va. Première étape, il faut comprendre qu'au-delà des lives classiques, il existe tout un univers parallèle, un monde ultra compétitif et surtout hyper lucratif. C'est le monde des match live. Alors, un match live, c'est quoi au juste ? En fait, le principe est assez simple. On a deux créateurs en direct qui s'affrontent. Le but du jeu ? Recevoir le plus de cadeaux virtuels de la part de leurs abonnés. Et bien sûr, ces cadeaux ne sont pas gratuits. On les achète avec de l'argent bien réel. C'est une sorte de gamification de la popularité qui transforme l'attention en cash directement dans la poche du créateur. Et quand on parle de cash, les sommes en jeu sont juste astronomiques. On parle d'influenceurs qui peuvent se faire des fortunes. Tenez-vous bien, un TikToker a raconté avoir empoché l'équivalent de 100 000 $ en à peine 2 mois, juste avec ses matchs. Ce sont des chiffres qui donnent vraiment le tournis. Mais voilà, il y a l'envers du décor. Derrière ces sommes folles, il y a des histoires beaucoup moins glorieuses, des drames humains en fait. Prenez l'histoire de Sabine. C'est une mère de famille qui a découvert que son fils ado avait pioché dans les économies familiales. Il a volé 3 000 €, 3 000 €. Et pourquoi ? Pour faire un don. Pour entendre son pseudo cité en direct par une de ses idoles. Juste un petit moment de reconnaissance qui a coûté les économies de toute une famille. Et là, on ne parle que de la pression psychologique. Mais ça va beaucoup plus loin. On va monter d'un cran dans l'horreur. On entre maintenant dans le domaine des arnaques pures et dures, des schémas d'exploitation qui sont parfois hyper bien organisés et souvent complètement révoltants. Et là, accrochez-vous bien parce que le catalogue est assez fourni. On a des parents qui filment leurs enfants malades pour susciter la pitié et les dons. On a des réseaux de mendicité organisés qui opèrent depuis des camps de réfugiés. Et on a même un nouveau genre de contenu qu'on surnomme le torture porn. Oui, des créateurs qui se font mal ou font semblant en direct en échange de cadeaux. L'un des cas les plus extrêmes, c'est celui d'une mère qui aurait drogué son propre bébé pour simuler des symptômes et lever des fonds. C'est juste inimaginable. Alors là, on se dit, ok, les créateurs malhonnêtes s'en mettent plein les poches. Mais en fait, si on suit l'argent à la trace, on se rend compte d'un truc assez dingue. Le plus grand gagnant de toute cette misère, au final, ce n'est pas le créateur, c'est la plateforme. C'est TikTok. Pour bien comprendre, prenons un cas très concret, révélé par une enquête de la BBC. Imaginons une personne bien intentionnée qui regarde un live et décide de donner 100 $ pour aider une famille de réfugiés. Elle pense faire une bonne action. La question c'est, sur ces 100 $, combien arrive vraiment à la famille ? Et la réponse est juste hallucinante. Sur les 100 $ donnés, TikTok peut prendre jusqu'à 70 $, 70%. Ensuite, il y a un intermédiaire local, celui qui a fourni le téléphone, la connexion Internet, qui prend sa part. Et la famille, au bout du compte, elle touche à peine 9 $. Et encore, ça c'est avant de payer d'autres frais pour pouvoir retirer cet argent. En gros, la misère est devenue un business extrêmement rentable, mais surtout pour TikTok. La question logique, c'est mais pourquoi TikTok laisse faire ça ? Eh bien la réponse tient en un chiffre, 840 millions de $. C'est ce que les utilisateurs ont dépensé en cadeaux virtuels en un seul trimestre. On comprend mieux maintenant. La plateforme a un intérêt financier énorme, colossal, à ce que ce système continue de tourner, peu importe les dérives. Ok, donc on sait que ça rapporte gros, mais comment ils font ? Comment TikTok arrive à pousser les gens à dépenser autant ? Eh bien, tout est dans le design de l'application. C'est pensé pour s'appuyer sur des ressorts psychologiques très puissants, pour nous influencer sans qu'on s'en rende vraiment compte. Regardez bien le mécanisme, c'est assez malin. On ne donne pas directement 10 €, non. D'abord, on achète des pièces avec de l'argent réel. Ensuite, avec ces pièces, on achète des cadeaux virtuels. On envoie ces cadeaux au créateur, qui lui les convertit en diamants, qu'il peut enfin transformer en argent. Chaque conversion nous éloigne un peu plus de la somme de départ. Dépenser des milliers de pièces pour un lion virtuel, ça n'a pas l'air aussi grave que de sortir des centaines d'euros de son compte. Ça transforme une dépense en un jeu. Et ce système, il joue sur des cordes très sensibles chez l'être humain. Le voyeurisme, par exemple, payer pour regarder quelqu'un dormir. Le besoin de contrôle, voire le sadisme, payer pour infliger une punition.
Ça fait aussi appel à ce que les psychologues appellent l'effet Lucifer, l'idée que des gens normaux, quand ils sont anonymes, peuvent se comporter de façon très cruelle. Et puis bien sûr, il y a le moteur le plus simple, le besoin de reconnaissance. Il y a une performance artistique qui illustre ça de façon terrifiante, celle de Marina Abramovic. Pendant 6 heures, elle s'est offerte comme un objet au public. Au début, c'était timide, puis c'est devenu de plus en plus violent. Et le plus fou, c'est qu'à la fin, quand elle est redevenue humaine, les gens ont pris la fuite. Honteux. Alors la question qui tue, c'est, sur TikTok, qu'est-ce qui se passe quand l'écran nous protège en permanence des conséquences de nos actions ? Et maintenant, on doit aborder la partie la plus grave, la plus inquiétante. L'utilisation de ces lives comme un véritable terrain de chasse pour les prédateurs sexuels. On parle de grooming, la manipulation de mineurs à des fins d'exploitation. Et le gros problème, c'est que ces prédateurs sont malins. Ils n'utilisent jamais de mots crus, explicites. Ils ont inventé tout un langage codé pour passer sous les radars. Par exemple, au lieu de dire « montre-moi ton corps », ils vont écrire « outfit check ». Ou au lieu de dire « montre-moi tes fesses », ils vont dire « attention, il y a une araignée sur le mur derrière toi ». Comme ça, la jeune fille se retourne. Ce sont des phrases qui ont l'air totalement innocentes, mais qui sont en réalité des demandes à caractère sexuel. C'est un véritable piège qui se referme. Ça commence par l'appât du gain. Puis, avec ce langage codé, les demandes se font de plus en plus osées. Très vite, le prédateur va proposer de continuer la conversation ailleurs, sur Instagram ou WhatsApp. Et une fois que le contact est privé, l'enfer commence. Chantage, avec des captures d'écran, des vidéos, pour exiger des contenus toujours plus explicites, et parfois même des rendez-vous physiques. Alors, face à ce constat qui est quand même assez accablant, que peut-on faire ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les choses commencent à bouger. Les autorités, que ce soit la justice ou les politiques, sont en train de prendre la mesure du problème. Ça bouge, oui. Aux États-Unis, l'État de l'Utah a attaqué TikTok en justice plusieurs fois, en les accusant carrément de faciliter l'exploitation des mineurs. Et chez nous, en France, des députés commencent à se pencher très sérieusement sur la régulation de ces fameux matchs. C'est peut-être le début de la fin de l'impunité, une prise de conscience qui pourrait obliger la plateforme à enfin prendre ses responsabilités. Et on va finir là-dessus avec la question qui est au cœur de tout ça. Au final, qui est responsable ? Est-ce que c'est le créateur qui est prêt à tout pour un peu d'argent ? Est-ce que c'est la personne qui regarde et qui donne de l'argent pour que le spectacle continue ? Ou est-ce que le vrai responsable, c'est la plateforme elle-même ? Cette entreprise qui vaut des milliards et qui a sciemment mis en place un système qui profite des pires travers de l'être humain. C'est une question fondamentale et je crois qu'elle nous concerne absolument tous.